Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Steve Redfield et aujourd'hui on se retrouve pour la première partie du vidéo test de The Evil Within sur PS4. Alors The Evil Within c'est édité par Bethesda Softworks, c'est développé par Tango Gameworks Studio, c'est du survival horror infiltration en vue à la troisième personne. C'est disponible depuis le 14 octobre 2014 sur PlayStation 4, 3, PC, Xbox 360 et One. C'est composé d'un mode solo uniquement et c'est déconseillé aux moins de 18 ans. Et avant toute chose, je ne savais pas dans quelles conditions j'allais faire cette vidéo. Est-ce que j'allais vous la faire en New Game ou en New Game Plus, en facile ou en normal? Je ne savais pas trop, je me posais vraiment la question. Et finalement j'ai décidé de vous faire le jeu en facile, mais en New Game. Pourquoi? Parce que je voulais vous montrer le challenge du jeu. Mais d'un autre côté, je voulais pas aller chercher le challenge. Je voulais vous montrer le challenge dans le jeu à la base. Le challenge au minimum du challenge. On peut pas faire moins. On peut pas faire moins que facile. Pour rendre le jeu encore plus simple, il faut pas le faire en New Game mais en New Game Plus. Mais moi je voulais vraiment vous montrer le challenge lorsqu'on fait le jeu la première fois. Donc en facile et en New Game. C'est vraiment ce qui m'intéressait. Ok, c'est parti. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que je pouvais vous dire? J'avais de très grandes attentes pour ce The Evil Within. Et ça, c'est dû au troisième trailer du jeu. Parce que le troisième trailer était en fait le deuxième trailer avec des images du jeu. Si vous vous rappelez bien, le premier trailer de The Evil Within était fait avec de vrais acteurs, de vrais décors. Bref, c'était un film finalement, comme l'était en son temps la bande-annonce, en fait, ou plutôt la séquence d'introduction de Resident Evil sur PlayStation 1. Et ensuite, il y a eu la deuxième bande-annonce, donc qui a été la première bande-annonce avec des images du jeu, que j'avais trouvé sympathique, mais j'attendais pas plus le jeu que ça. Et c'est la troisième bande-annonce en fait qui a changé la donne et qui m'a donné envie d'en savoir plus, parce que cette bande-annonce en montrait, j'ai envie de dire, suffisamment. C'est-à-dire qu'elle en montrait suffisamment pour susciter l'intérêt, pour me poser des questions, pour m'intéresser au jeu, pour avoir envie d'en savoir plus, mais elle ne m'en montrait pas suffisamment pour que j'ai l'impression de tout savoir. Et ça, c'est déjà un très bon point. En plus de ça, la bande-annonce était divisée un petit peu en deux parties. La première partie, on voyait beaucoup d'images des précédentes bandes-annonces, quelque chose qui fait très survival horror, glauque, des créatures et tout. Et de l'autre côté, à partir de la deuxième moitié, on avait la musique, le morceau de musique classique Clair de Lune. Et sur ce fond de musique classique, on voyait des images dignes d'un film d'horreur. Et à l'époque, en fait, à l'issue de cette bande-annonce, je m'étais dit, c'est marrant, on dirait du Resident Evil. On dirait un mélange entre Resident Evil 4 et Resident Evil Rebirth. Et pour cause, le créateur de The Evil Within, c'est Shinji Mikami. Et Shinji Mikami, c'est quand même pas de la merde, parce que c'est le créateur de Resident Evil. Et ouais, le créateur de The Evil Within, c'est le créateur de ma saga vidéoludique favorite. Alors je sais pas si elle va le rester très longtemps, vu la tronche de leur dernier jeu, hein, Resident Evil Révélation 2 et Resident Evil 6. Mais quand j'ai vu ça, honnêtement, j'ai été très surpris, dans le bon sens du terme, et quand j'ai appris que c'était Shinji Mikami derrière The Evil Within, j'étais encore plus motivé pour m'intéresser au jeu. Sachant que Shinji Mikami, il n'a pas travaillé sur tous les Resident Evil, il en a confié certains à d'autres équipes en fait qui s'en sont occupées. Et finalement, il n'aura été le directeur que de Resident Evil 1, Resident Evil Rebirth et Resident Evil 4. Donc mes trois préférés. Donc je vois pas... je crois qu'on part quand même sur du positif. Malheureusement, Shinji Mikami n'a pas fait que Resident Evil,
Resident Evil Rebirth et Resident Evil 4. Il a aussi fait d'autres jeux et créé d'autres licences. Et là où le bas blesse, en fait, c'est que ces autres licences, je n'y ai pas adhéré. Du coup, j'attendais énormément The Evil Within, parce que Resident Evil, parce que Shinji Mikami a créé Resident Evil, et parce que j'avais vraiment l'impression de voir un Resident Evil finalement, en regardant les trailers de The Evil Within. Un Resident Evil plus fantastique, oui, mais un Resident Evil quand même. Visuellement, il y avait vraiment quelque chose de fort qui s'en dégageait, et je retrouvais l'ADN de la saga que j'affectionne tant. Malheureusement, Shinji Mikami, il a aussi créé Devil May Cry, et je n'ai pas du tout adhéré. God Hand, que je n'ai pas fait, donc je ne me permettrai pas d'émettre un avis sur ce jeu, et Dino Crisis, que je ne connais pas non plus. Donc, j'ai envie de dire que là, pour le coup, sur le reste de son travail, à part Devil May Cry que je connais et auquel je n'ai pas adhéré, je ne connais rien du tout de ses autres travaux. Et quand je me penche sur ce qu'il a fait récemment, ben je ne suis pas vraiment rassuré. Pourquoi? Parce que récemment, Shinji Mikami, il a fait Vanquish, et il a fait Shadow of the Damned. Et que ce soit l'un ou l'autre, je n'ai pas du tout adhéré à ces deux jeux. Mais vraiment pas du tout. Pourtant, je les ai faits. Hein. Shadow of the Damned, je crois que je ne l'ai pas fini parce que le personnage principal et l'univers ne me plaisait pas du tout. J'étais vraiment pas du tout dans un état d'amusement. Je m'ennuyais vraiment. Donc voilà, d'un côté, j'attendais énormément The Evil Within, mais d'un autre côté, je le redoutais énormément. Finalement, je l'attendais autant que je le redoutais. Parce que d'un côté, il y avait Resident Evil 1 et Resident Evil 4 qui sont dans le haut du panier pour moi de ce qu'a fait Shinji Mikami. D'un autre côté, il y a tout le reste de ce qu'il a fait que soit je ne connais pas, soit je n'y ai pas adhéré. Donc évidemment, on a de quoi avoir un petit peu peur. Finalement, je vous rassure, j'ai adoré The Evil Within, réellement, je l'ai trouvé vraiment super. Je vous en parlerai plus dans la dernière vidéo quand je ferai la conclusion, mais honnêtement, je regrette pas du tout, c'est un jeu que j'adore. Mais après, je ne suis pas quelqu'un qui va évaluer, surévaluer ou attendre quelque chose en fonction d'un studio ou d'un développeur ou d'une tête d'affiche, peu importe qui elle est. Ce qui fait que j'attends un projet ou que je le redoute, c'est le travail du studio, de l'équipe ou du développeur qu'il a exécuté avant. Et pour ça, je vais vous donner des exemples. Rockstar, Naughty Dog et Hideo Kojima. Rockstar a commencé sur PlayStation 3 avec GTA 4. Et GTA 4, autant dire tout de suite, ce n'est pas un méga bon jeu. C'est un jeu sympathique avec de très gros défauts. GTA 4, si je devais le noter, je note pas les jeux à l'issue de mes tests, mais si je devais le noter, honnêtement, je mettrais 14 ou 15, pas plus. Honnêtement, pour moi, il ne mérite pas plus. Et ouais, quand je vois le jeu qui se tape des 18, des 19, des 20, j'ai du mal à comprendre. Je me demande un petit peu si les professionnels et moi, on a joué au même jeu. Donc, tout Rockstar derrière GTA 4, j'étais loin d'être emballé par le premier jeu qu'ils ont fait sur PlayStation 3. Je crois qu'ils ont fait Midnight Club Los Angeles aussi. D'ailleurs, je l'avais sur PlayStation 3. En revanche, celui-là, il est bon. Mais je vais rester sur les 4 que j'ai envie de citer. Parce que Midnight Club, je n'aime pas les jeux de voiture. Donc je ne peux pas vraiment le juger en tant que jeu. Puisque c'est un jeu de voiture. Donc GTA 4 pour moi, grosse déception. Et surtout, jeu surnoté, jeu surévalué. Donc évidemment, je n'attendais rien du tout de Rockstar. Ensuite, ils ont fait Red Dead Redemption. Et Red Dead Redemption, je crois que j'étais un des rares bonhommes à ne rien savoir du jeu jusqu'à ce qu'il sorte.
Je dirais même pire, je ne savais rien du jeu, je n'avais rien vu du jeu. À l'époque, en plus, je regardais rien du tout sur internet, même pas des bandes annonces ni rien. Donc, quand je vous dis que je n'avais rien vu de Red Dead Redemption, c'est vraiment rien de rien. À l'époque, je regardais, le seul truc que je savais sur les jeux vidéo venait d'une revue que je lisais, et si le jeu ne m'attirait pas, ne m'intéressait pas, je ne lisais pas l'article. Et Red Dead Redemption, je me rappelle avoir vu des images, mais je ne savais même pas que Rockstar était derrière, parce que je ne m'étais pas du tout intéressé au jeu, parce que j'en avais strictement rien à carrer. Et finalement, je n'avais rien vu du jeu à part des images fixes, et le jeu est sorti, je n'en savais rien, j'en avais rien à carrer, et voilà, et c'est mon collègue et compère, monsieur Herotrunk, qui s'il me regarde, je le salue, ou plutôt je le salue s'il me regarde, qui un jour est venu chez moi en me disant « Tu vas voir, ce jeu est génial, il faut absolument que tu le fasses ». Et donc je l'ai mis dans ma console, il était là, et j'ai adoré. J'ai adoré. C'était une surprise, et c'était une surprise d'autant plus grande que je n'attendais rien et ne savais rien du jeu. Donc évidemment la surprise est beaucoup plus forte dans des cas comme ça. Un petit peu ce que j'ai vécu récemment avec The Order, même si les deux jeux ne sont pas comparables. Ensuite ils ont fait Max Payne 3, et Max Payne 3 c'est pareil, je veux dire j'en attendais rien du tout, et j'ai trouvé vraiment très bon, mais vraiment très très bon. Et ensuite ils font GTA 5, et là je me dis de toute façon GTA 5 qu'il soit bien ou mauvais, les gens vont le noter 19 sur 20, donc finalement à quoi bon chercher à en savoir plus sur GTA 5, parce que ça sera un jeu qui sera surnoté de toute façon. Et finalement GTA 5 est sorti, je l'ai acheté, et je l'ai trouvé génial. Aujourd'hui, j'attends impatiemment de voir sur quel projet, sur quel jeu Rockstar travaille. Pourquoi? Parce que Red Dead Redemption, parce que Max Payne 3, parce que GTA 5. 3 très bons jeux qui m'ont donné envie de voir les prochains travaux de Rockstar. Tout simplement, ni plus ni moins. Et c'est pareil avec Naughty Dog. Naughty Dog a fait donc sur PlayStation 3 Uncharted Drake's Fortune. C'est un bon jeu, c'est un jeu d'aventure sympathique, bien foutu, mais il a quelques défauts qui font que à certains moments on n'a peut-être pas forcément envie de refaire les séquences parce que le saut rigide, parce que tout ça. Mais globalement c'était un bon jeu. Quelques années plus tard, ils font Uncharted 2. Et Uncharted 2, c'est quand même pas de la merde. Non seulement c'est un excellent jeu, mais en plus de ça, tous les points positifs de Uncharted 1, il les transcende, et tous les petits défauts, là, toutes les petites tares de Uncharted 1, il les explose, il les annule, ou il en fait des points positifs. Les rares reproches qu'on pouvait faire à Uncharted 1, on ne peut pas les faire à Uncharted 2. Et les rares reproches qu'on peut faire à Uncharted 2, on ne peut pas les faire à Uncharted 3. Et là où Naughty Dog a fait fort, parce que quand même, les mecs, ils ont fait fort, c'est que à la fin de la Play 3, ils se disent, on va créer une nouvelle licence sur une console en fin de vie. The Last of Us. Et The Last of Us, c'est un excellent jeu. Honnêtement, c'est un de mes 10 jeux préférés, même un de mes 3 jeux préférés sur PlayStation 3. Je vous le dis clairement. Et là, je l'ai sur PlayStation 4, je vous en ferai le test, mais il est génial, je l'adore. J'ai fini plusieurs fois et honnêtement, je ne m'en lasse pas. J'ai rarement vu un jeu aussi bien écrit et aussi travaillé. Et je vais pas vous en parler trop maintenant, mais honnêtement, il vaut le coup. Et le choc, en fait, est d'autant plus grand que Naughty Dog, à la fin de la vie de la PlayStation 3, a donc sorti The Last of Us et a explosé la majorité des autres jeux et des autres licences qui ont été faits avant. C'est là, en fait, le gros point fort de Naughty Dog, c'est qu'ils ont réussi à
a explosé les attentes des joueurs. Et c'est pour ça que j'attends Uncharted 4, parce que non seulement les 3 derniers jeux qu'ils ont fait, donc Uncharted 2, Uncharted 3 et The Last of Us, sont excellents, mais en plus de ça, parce que Naughty Dog ça ne leur suffit pas apparemment, ils se sont hissés sur le podium des meilleures licences de la PlayStation 3. Et quand je vous dis que j'attends Uncharted 4, je ne l'attends pas parce que c'est Naughty Dog, je ne l'attends pas parce que c'est Uncharted, je l'attends parce que Uncharted 4 est peut-être, je l'espère, le digne héritier de Uncharted 2, Uncharted 3 et The Last of Us, à savoir 3 très bons jeux. Et c'est la même chose pour Rockstar, ce qui fait que j'attends impatiemment leur prochain jeu, peu importe ce que ça sera, j'attends au moins d'en savoir plus, c'est GTA V, Red Dead Redemption et Max Payne 3. 3 très bons jeux. Et en fait, ce que je veux vous dire, à travers ces exemples, c'est que je n'attends pas un jeu par rapport à un studio ou par rapport à un bonhomme. Je l'attends par rapport au travail qu'ils ont fait sur d'autres jeux, d'autres licences. Et donc, le travail qu'a fait Rockstar, qu'a fait Naughty Dog sur leurs jeux, leurs licences respectives, font qu'aujourd'hui, j'attends impatiemment leur nouveau projet. En revanche, pour vous citer donc un exemple un petit peu plus négatif, ce n'est pas forcément le cas du prochain Hideo Kojima. J'adore Metal Gear Solid, mais je trouve que Metal Gear Solid 4 a quand même quelques défauts qui ne sont pas ou pas suffisamment cités dans les tests. Et c'est un petit peu le problème que j'avais eu avec GTA 4 à l'époque. Du coup, moi quand on me dit Hideo Kojima Metal Gear Solid 5, je l'attends parce que Metal Gear Solid 4 a beaucoup plus de qualité que de défauts et ces défauts ne nuisent pas du tout au plaisir de jeu. Mais il y a quand même quelques défauts et c'est vrai que j'ai un peu peur de les retrouver dans le prochain Metal Gear tout simplement. Du coup, j'appréhende un petit peu là-dessus, même si globalement Hideo Kojima fait de très très bons jeux et puis Metal Gear est une licence phare de la PlayStation, ça veut bien dire ce que ça dit aussi. Mais si je vous parle d'Hideo Kojima, c'est pas tellement pour vous parler de Metal Gear Solid, c'est plus pour vous parler de Silent Hill. Silent Hill, c'est une grande licence du survival horror, tout le monde adore, tout le monde aime bien, et surtout, tout le monde est fan quasiment. Le problème, c'est que Silent Hill a connu, entre guillemets, des périodes un peu plus sombres récemment, à travers leurs 2 derniers jeux, Silent Hill Homecoming et Silent Hill Downpour. Ils sont 2 jeux très inégaux et loin d'être aussi bons que ce que la licence mérite. Donc évidemment, quand on dit Hideo Kojima va s'occuper du prochain Silent Hill, j'ai envie de dire, c'est censé rassurer. Mais finalement, moi, ça me rassure qu'à moitié. Parce que Hideo Kojima, tout bon développeur qu'il est, fait quand même des jeux qui sont... Ils sont pas surnotés, ils sont pas surévalués. Attention, c'est pas ce que je veux dire. Mais ils sont quand même très bien accueillis pour leurs points positifs, mais leurs points négatifs ne sont jamais cités. Et du coup, c'est ça qui fait que j'apprends un petit peu Silent Hill version Hideo Kojima. J'ai un peu peur d'avoir un jeu imparfait qui soit jugé comme un chef-d'œuvre, alors que finalement il n'en est pas un. Après, j'espère vraiment me tromper. Attention, je ne juge pas Silent Hill avant qu'il sorte, hein, évidemment. Ce n'est pas du tout le but. Et ce que je veux dire, c'est simplement que je n'évalue pas ou je n'attends pas un projet en fonction simplement d'un bonhomme ou d'une tête d'affiche. Et ça, c'est quand même important de le préciser, puisque là, c'est donc Shinji Mikami qui s'occupe de The Evil Within, que c'est le créateur de Resident Evil, que Resident Evil est ma saga vidéoludique préférée, et donc je tiens à préciser que je n'attends pas The Evil Within parce que c'est Shinji Mikami derrière. Ça aurait été un bonhomme que je ne connais pas derrière. Si le jeu aurait été le même, j'aurais adoré. La seule différence, c'est que il y aurait eu, entre guillemets, peut-être un petit
un petit problème vis-à-vis du fait que c'est très proche de Resident Evil sur certains aspects. Du coup, les gens auraient peut-être dit c'est du copiage. Là, vu que c'est Shinji Mikami, on peut dire que c'est justifié. Donc voilà, je crois que j'ai fini ma parenthèse. Donc attention, hein, pour rétablir quand même une vérité, Metal Gear Solid The Phantom Pain, je l'attends même impatiemment. C'est probablement le jeu que j'attends le plus de 2015. Honnêtement, hein, je pense vraiment que c'est le jeu que j'attends le plus. Silent Hill, j'attends d'en voir plus. Quand j'aurai vu du gameplay, je pourrais me faire un avis. Mais pour l'instant, Silent Hill version Hideo Kojima et Guillermo del Toro, on n'a rien vu, on ne sait rien. Donc j'ai un petit peu de mal en fait avec les gens qui qualifient Silent Hill, donc version Hideo Kojima, de chef-d'œuvre, alors que le jeu, on n'a rien vu dessus. Le jeu n'est pas sorti, on n'a rien vu dessus, on ne sait rien dessus. Comment qualifier un jeu de chef-d'œuvre alors que on ne sait rien dessus? Moi, c'est un petit peu le truc qui m'embête aujourd'hui. Il suffit de dire un nom ou de dire une marque pour que les gens s'emballent. Et c'est vraiment quelque chose, moi, qui me pose problème. Parce que je pense que s'emballer comme ça pour une licence ou pour un nom ou pour une marque ne peut causer que la déception. Et du coup, ça serait pas une bonne chose, que ce soit pour la licence ou pour les joueurs. Et encore moins pour les développeurs, puisque s'ils font une licence, c'est quand même que ça marche. Donc s'ils travaillent sur les suites, c'est pour faire plaisir aux fans, en toute logique. Et aussi développer leur univers. Et ça, par contre, c'est un très bon point concernant Hideo Kojima, c'est qu'il a réussi à faire évoluer l'univers de Metal Gear tout en gardant une certaine cohérence et un certain intérêt vis-à-vis du joueur. Donc non, parce que je veux pas qu'on ait l'impression que je chie sur Hideo Kojima. C'est quelqu'un, j'admire beaucoup le bonhomme, mais je suis désolé, on ne peut pas se faire d'avis sur son Silent Hill pour le moment. Pour le moment, on peut juste se dire que putain, j'ai la poisse, que ça a l'air. Disons que, j'allais dire, ça a l'air pas mal. Disons que ils partent avec des points positifs. Norman Reedus, qui est un très bon acteur, et en plus il s'est fait une petite réputation là grâce à la série The Walking Dead, où il joue le rôle de Daryl, où il est très bon d'ailleurs. Hideo Kojima donc travaille dessus. Hideo Kojima, c'est Metal Gear, et Metal Gear, c'est pas de la merde. Et il y a aussi Guillermo del Toro, et Guillermo del Toro, il a fait le Labyrinthe de Pan, Blade 2. Non mais là, attendez, là je visais le truc là. Ouais non mais si j'ai la poisse aussi, moi. J'ai la poisse ou la polio là, c'est pas possible, il y a un truc. Et donc, ouais, c'est ce que je vous disais avant de m'énerver après une bouteille. Voilà, Silent Hill, j'attends d'en voir plus. Mais pour l'instant, honnêtement, on n'a rien à se mettre sous la dent. Je veux dire, ça sert à rien de surévaluer le jeu, on ne sait rien dessus. La seule chose, moi, que je vois pour Silent Hill version Kojima et Guillermo del Toro, c'est que Kojima a déclaré qu'il voulait que les joueurs se chient dessus. Et que peu importe s'ils n'arrivaient pas à finir le jeu parce qu'ils avaient trop peur, l'important, c'était justement la peur en elle-même. Que si ça les empêchait de finir le jeu, c'était pas un défaut, c'était pas un problème, et lui, ça l'empêchait pas, qu'il n'allait pas se brider dans ses intentions. Donc, il y a quand même la pression, hein, parce que là, il a quand même des intentions assez, j'ai envie de dire, importantes, le bonhomme. Il n'a pas des déclarations très calmes. Il dit pas juste je veux faire un bon survival horror, je veux faire peur aux gens, je veux qu'ils stressent. Là, il part quand même dans quelque chose d'assez ambitieux. Donc après, je pense qu'il en a les moyens, mais bon, on verra ce qu'il en est. Mais pour l'instant, à part ces déclarations-là et le trailer d'annonce, on n'a rien à se mettre sous la dent. Les deux teasers jouables, pour moi, ce sont des teasers jouables.
tout simplement. Donc ouais, c'est des bandes annonces interactives finalement, donc on a rien à se mettre sous la dent pour l'instant. Donc je vois pas pourquoi Silent Hill version Hideo Kojima devrait être qualifié de chef-d'œuvre alors qu'on n'en sait rien. Moi je trouve que c'est un petit peu dommage de partir trop positif. Je pense qu'il faut partir réaliste. Et donc se dire que Hideo Kojima, Guillermo del Toro, c'est du bon, que les deux ensemble, ça peut être très bon. Et que s'ils ont les moyens, donc techniques, technologiques et au niveau de l'argent, de faire le Silent Hill qu'ils méritent, à ce moment-là, ça peut donner du très très bon. Mais il ne faut pas partir trop réaliste, parce que sinon la chute n'en sera que plus grande. Donc ça, c'était une parenthèse que je tenais absolument à faire, afin de tout simplement, en fait, c'est pour appuyer mes propos concernant The Evil Within, puisque The Evil Within, je l'attendais parce que ce que j'en ai vu m'intéressait, mais le fait que Shinji Mikami soit derrière me faisait peur autant que ça me rassurait finalement, à cause de, comme je vous l'ai dit, Resident Evil d'un côté et le reste de l'autre. Donc finalement, plus de négatifs que de positifs. Donc maintenant je vais vous parler un petit peu plus de The Evil Within. Alors, The Evil Within, de quoi ça parle déjà, premièrement? Ça raconte l'histoire de Sebastian Castellanos, un inspecteur de police qui, avec ses deux collègues, Joseph Oda et Julie Kidman, doit aller à l'hôpital psychiatrique Beacon, où un massacre a eu lieu. Le point de départ est assez classique, mais finalement, en s'intéressant au scénario, on se rend compte qu'il est beaucoup plus complexe, beaucoup plus intéressant, et surtout beaucoup plus profond, et avec des thématiques beaucoup plus importantes et beaucoup plus intéressantes que ce qu'on pourrait croire. Finalement, le scénario de The Evil Within, moi je vais vous dire ce que j'en pense réellement. De toute façon, tout ce que je vous dis, c'est ce que je pense vraiment, mais moi ce que je pense, c'est que c'est réellement un des gros points forts du jeu, déjà premièrement, et en plus de ça, je le trouve tristement sous-évalué. Les gens ne se sont pas suffisamment, à mon sens, intéressés au scénario de The Evil Within. Ils n'ont pas cherché à le comprendre. Ils n'ont pas cherché à en savoir plus. Alors attention, je ne fais pas une généralité, mais après avoir préparé mon test là, après l'avoir écrit, j'ai fait quelques recherches concernant The Evil Within pour voir ce que les critiques en avaient pensé. Pas les joueurs, attention, que les critiques. Et j'ai été très déçu de constater que les gens disaient oui, le scénario il est bien, et ouais, bof, il est moyen, il est classique. Je suis le seul à trouver le scénario vraiment complexe et intéressant. Alors faudra jouer avec des joueurs, parce que finalement je pense que aujourd'hui les personnes les plus à même de juger un jeu ne sont plus les critiques professionnels, mais les joueurs. Tout simplement parce que les joueurs sont peut-être un petit peu plus réceptifs aujourd'hui, donc ce qui est fortement dommage. Parce que bon, quand on va lire un test professionnel, on attend un avis de quelqu'un qui s'est intéressé au jeu, surtout que c'est son métier qui est payé pour ça. Donc évidemment, ouais, avoir des tests où le mec il dit bah le scénario il est bien, bah c'est un peu décevant quoi. Ça revient à dire ouais bah techniquement c'est moyen, sans plus de précision quoi. Et moi je trouve ça un petit peu dommage. Donc moi je vous dis honnêtement, le scénario il est excellent. C'est un très gros point fort de The Evil Within. Tout simplement parce que le scénario est beaucoup plus complexe et beaucoup moins classique que ce qu'on pourrait croire. Il y a tout a un sens et tout a un rôle, tout a une importance dans le jeu. Et ça c'est quand même pas rien. Aujourd'hui les scénarios sont souvent très faciles d'accès, très bâclés. On ne fait pas participer le joueur finalement. Et là, The Evil Within, c'est avec un très grand plaisir que j'ai pu constater que le jeu, eh ben, j'étais dedans.
J'étais imprégné par le jeu, j'avais envie d'en savoir plus, j'avais envie d'en voir plus, j'avais envie de comprendre. Pourquoi? Parce que l'univers est cohérent, l'univers est intéressant. Et surtout, on se rend compte que tout a un sens dans The Evil Within. Absolument tout, que ce soit les créatures, que ce soit ce que notre personnage vit, que ce soit l'univers en lui-même, que ce soit tout ce qu'on traverse scénaristiquement, que ce soit le comportement de notre personnage ou des autres personnages. Peu importe ce qui se passe dans le jeu, tout est bien pensé. Tout est intéressant. Et finalement, tout est important. Et ça, c'est trop rare aujourd'hui. Aujourd'hui, les scénarios sont bâclés, comme je vous l'ai dit. Un survival horror, aujourd'hui, on met un méchant et un gentil, et il faut tuer le méchant parce qu'il est méchant, et le gentil a raison, et puis point à la ligne. C'est toujours comme ça. Finalement, The Evil Within, c'est un petit peu une bouchée de fraîcheur. Bon, une bouchée de fraîcheur bien sanglante, hein, faut quand même le dire, mais une bouchée de fraîcheur dans les scénarios basiques. Là, on a quelque chose de peut-être un petit peu plus compliqué, un petit peu plus intéressant, et finalement qui se rapproche plus de Silent Hill que de Resident Evil. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu après. Surtout que si vous vous intéressez au scénario, vous vous rendrez compte que le jeu comporte son lot de mystères, mais la fin du jeu soulève autant de questions qu'elle répond à des réponses. Merde, ça veut rien dire ça. La fin du jeu soulève autant de questions qu'elle répond à d'autres questions. Voilà, c'est peut-être un petit peu mieux ça. Et du coup, ça donne envie de refaire le jeu. Et de comprendre. Et de savoir. Et de chercher l'information. C'est ce que je vous dis. Si vous ne cherchez pas l'information, The Evil Within, vous n'accrocherez pas. Parce que c'est un jeu dans lequel rien n'est acquis finalement. On te met face à quelque chose, mais si tu ne cherches pas à comprendre ce qu'il se passe, tu ne comprendras jamais. Et finalement, tu t'attacheras jamais au jeu. Et pour moi, quelque part, ce scénario compliqué est plus qu'un point fort, c'est peut-être le principal intérêt de The Evil Within. Et c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Et je trouve dommage que les critiques n'aient pas su profiter à sa juste valeur du scénario du jeu. Je trouve ça un petit peu dommage, un petit peu... Ouais, c'est dommage. On s'est arrêté au fait de Shinji Mikami, Resident Evil, The Evil Within, Psycho Break, Silent Hill, voilà. On s'est arrêté là. Et moi je trouve ça vraiment dommage, vraiment décevant. J'ai du mal à comprendre, en fait, j'ai du mal à comprendre. C'est un petit peu bâclé, je trouve. Mais bon, le jeu et le scénario en lui-même sont pas bâclés, c'est juste les critiques qui n'ont pas su profiter du scénario du jeu. Et quelque part, tant pis pour eux. Surtout que le jeu, en fait, met en avant des thèmes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont vraiment inattendus, pour la plupart, et intéressants. Et surtout bien amenés, en fait, dans l'histoire de The Evil Within. En fin de compte, The Evil Within, c'est une forme de conte, en fait. C'est un conte moderne qui parle de la science, de l'être humain, de l'âme humaine, à quel moment l'être humain arrête d'être un humain pour devenir un monstre, à quel moment un monstre est un monstre, qu'est-ce qui différencie les humains des monstres? Est-ce qu'un être humain comme Sébastien est-il un monstre ou un humain alors qu'il a un physique entre guillemets classique, ou est-ce que quelque chose de difforme est justement un monstre? Et tout ça, ces thèmes, ils sont très bien amenés dans le jeu, et en plus de ça, ils ont complètement leur place dans l'univers de The Evil Within. Ils servent la narration et ils servent l'histoire, et tout, finalement, tout est cohérent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement une cohérence scénaristique, il y a une cohérence dans tous les domaines. Et c'est trop rare ça, c'est trop rare. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi le scénario n'a pas été accepté à sa juste valeur. Parce que un scénario aussi bon, avec
avec des personnages aussi travaillés, avec des points positifs aussi forts. Je comprends pas pourquoi ça n'a pas été mis plus en avant que ça. Et je trouve ça réellement dommage. Vraiment, j'ai du mal à comprendre un petit peu pourquoi. Surtout que le bestiaire du jeu, quand je vous dis que tout est cohérent, ça va aussi dans le bestiaire du jeu, puisque le bestiaire a un rôle dans le jeu, dans le scénario, et il a sa place dans l'univers. Ils n'ont pas, c'est-à-dire que les développeurs n'ont pas dit, bah tiens, j'ai sauvegardé ou pas là. Je vais re-sauvegarder, on sait jamais. Les développeurs n'ont pas dit, bah tiens, c'est un survival, il faut mettre des créatures. Les zombies, c'est plus à la mode, on va mettre autre chose. Non. Les créatures qu'ils ont mis sont pas là pour rien. Elles sont là pour servir l'histoire en fait. Et rien que ça, c'est génial. Surtout que sur un terme de design, et je reste uniquement sur le design, les créatures, en plus d'être très réussies, ont d'autres points positifs qu'il est important d'énoncer. Et je vais vous en donner un tout simple, c'est que chaque créature, en plus d'être très bien faite sur un terme de design, de servir l'univers, d'être recherchée, d'être variée, a une signification dans l'univers de The Evil Within. Chaque personnage qui n'est pas, qui finalement est, enfin chaque personnage sous forme de créature a un rôle dans le jeu. Et ça, honnêtement, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Je pensais pas que ils allaient mettre des créatures en se disant, bah tiens, on va mettre des créatures, mais on va leur donner autre chose qu'un objectif, autre chose qu'une fonction, une vraie âme. Je m'y attendais pas du tout. Et là, The Evil Within le fait. Et si c'est peut-être pas flagrant lors des scènes, entre guillemets, de rencontres avec des créatures comme maintenant, c'est flagrant, mais réellement flagrant, dans les combats contre les boss. Alors, beaucoup vont citer Laura, ou le gardien, mais pas que, même les autres créatures. Même les autres créatures. Intéressez-vous aux autres créatures. Lisez les trucs en dessous des figurines. Faites des recherches dessus. Vous allez voir. Honnêtement, le jeu regorge de détails et d'explications. Et honnêtement, ça vaut le coup. Je vous le dis. Alors, comme je vous l'ai dit, The Evil Within, c'est quand même un jeu qui a été fait par un gars, Shinji Mikami. Et Shinji Mikami, je vous en ai parlé un petit peu. Mais la vraie question, en fait, c'est est-ce que The Evil Within a son propre ADN? C'est une question à laquelle je vais répondre après. Mais d'abord, il faut répondre à une autre question. Quelles sont les références de The Evil Within? The Evil Within, c'est un jeu qui a énormément de références vidéoludiques, même cinématographiques. Alors là, je parle moins parce que je me concentre. Voilà, parfait. On peut ranger le fusil, on n'en aura plus besoin si tout va bien. Alors tout d'abord, la première référence concernant The Evil Within, la première licence, le premier jeu qui m'est venu à l'esprit lorsque j'y ai joué, c'est Resident Evil. Ça m'avait frappé aux yeux, ça m'avait sauté aux yeux lors des trailers, ça m'a frappé aux yeux une fois de plus. Lorsque j'ai joué au jeu. C'est pour ça que je voulais vous montrer pour la première fois ce décor, parce que ça me fait clairement penser au village de Resident Evil 4, mais mélangé un petit peu avec Resident Evil Rebirth. C'est pour ça que je voulais vous montrer ça. Après,
les décors en fait et les niveaux sont finalement, enfin les références à Resident Evil sont finalement beaucoup plus présents et beaucoup plus mis en avant dans les niveaux et dans les décors. Donc il y a celui-là, mais il y a aussi l'église, le manoir, le labo, tous ces niveaux. On les a visités dans Resident Evil, on les a visités dans Resident Evil 4. Donc déjà, rien que ça, on retrouve un petit peu l'ADN de Resident Evil, et finalement on se rend compte que l'ADN de Resident Evil, c'est pas uniquement l'ADN de la saga, c'est l'ADN de Shinji Mikami. C'est ce que Shinji Mikami a fait, en fait, qui a servi de référence pour les autres Resident Evil. Et quelque part, je sais pas, mais moi je trouve ça vachement intéressant parce que du coup on se dit ouais ça ressemble à Resident Evil, mais en fait non, ça ressemble pas à Resident Evil, ça ressemble à du Shinji Mikami. Et Shinji Mikami finalement c'est un réalisateur qui a ouais c'est un réalisateur, un créateur, un développeur qui a sa propre patte. Et sa propre patte, il la trimballe donc dans Devil May Cry, donc dans Resident Evil, et donc là maintenant dans The Evil Within. Après, il y a d'autres références à Resident Evil, donc la machine à écrire, par exemple. Évidemment, je crois que tous ceux qui connaissent Resident Evil, lorsqu'ils voient une machine à écrire, pensent à Resident Evil, même si la dernière fois qu'on en a vu et qu'on pouvait s'en servir pour sauvegarder, c'était dans Resident Evil 4, mais on ne pouvait pas utiliser de ruban encreur, puisqu'il y en avait tout simplement plus. Donc ça c'est pour la petite histoire. Moi je vais vous dire un truc. Les références à Resident Evil, elles sont pas uniquement dans les niveaux, elles sont pas uniquement dans la présence de machines à écrire, elles sont parfois mieux disséminées et plus dissimulées dans le jeu. Et je vais vous donner un exemple flagrant. Dans Resident Evil Rebirth, il me semble qu'au début, on entend Chris qui dit « Des gens ont disparu dans les montagnes Arklay. Apparemment, les victimes auraient été dévorées. On a envoyé l'équipe Bravo pour aller les chercher, mais on a perdu tout contact. » Je crois qu'il dit un truc comme ça. La cause des décès reste un mystère. Plus d'une dizaine de corps mutilés retrouvés dans le village d'Elk River. Plusieurs habitants portés disparus. Les victimes ont subi des opérations chirurgicales. La police considère ces meurtres comme l'œuvre d'un tueur en série. Des disparitions ont été signalées dans plusieurs communes voisines. Des nouveaux corps ont été retrouvés près des villages d'Elk River. Les habitants se sentent pris au piège chez eux. Il y a vraiment des brides de journaux qui m'ont fait penser à Resident Evil. Regardez. De nouveaux corps ont été découverts près du village d'Elk River. Ça me fait penser à quoi? Des victimes ont été découvertes près des montagnes Arklay. Les victimes ont subi des opérations chirurgicales. Moi, ça m'a fait penser à les victimes auraient été dévorées. Et là, pareil avec le truc des corps mutilés. C'est con, peut-être que ça n'a rien à voir, mais j'ai l'impression en fait qu'il y a plusieurs petits clins d'œil à Resident Evil disséminés dans The Evil Within. Et que ces clins d'œil ne sont peut-être pas forcément très appuyés, mais que quelqu'un qui va s'intéresser à Resident Evil et à The Evil Within et au travail de Shinji Mikami en règle générale, va retrouver, et avec grand plaisir finalement, puisque Shinji Mikami, c'est quand même pas de la merde, comme je l'ai déjà dit. Ensuite, l'autre référence prédominante en fait dans ce The Evil Within, c'est Silent Hill. Alors Silent Hill, on se rappelle tous du trailer en fait, ou de la séquence de gameplay de The Evil Within, dans laquelle on voyait Sébastien avancer dans un couloir et voir une porte s'ouvrir, une flaque de sang se précipiter sur lui et notre personnage se réveiller ailleurs. Et pour beaucoup, la référence à Silent Hill est là. Pourquoi? Parce que dans Silent Hill, on peut être trimballé finalement d'une couche à l'autre, puisque Silent Hill, pour un petit peu d'histoire, c'est un monde avec plusieurs couches,
plusieurs niveaux, donc le niveau de rouille et de sang, le niveau de brume et de cendre, et finalement, être trimballé comme ça d'un point A à un point B sans explication, et sans forcément comprendre ce qui nous arrive, pour beaucoup, c'est la base de Silent Hill. Et retrouver ça dans The Evil Within, pour beaucoup, c'était un clin d'œil à Silent Hill. Et moi, j'irais peut-être un petit peu plus loin, en fait, en disant que, pour moi, Silent Hill et The Evil Within partagent un point, en fait, qui est une qualité, c'est que le scénario, le monde créé, les personnages et le bestiaire sont tous liés. Finalement, en fait, on a l'impression qu'ils ont créé le monde en même temps qu'ils ont écrit le scénario, qu'ils ont écrit les personnages et qu'ils ont créé le bestiaire. On dirait qu'ils ont tout créé pour justement aboutir à quelque chose de cohérent. À cette cohérence, en fait, qui est l'un des gros points forts de The Evil Within. Et c'est quelque chose qui, non seulement moi me parle, mais en plus de ça, représente plus qu'un point positif finalement. Beaucoup plus que ça. Et pour moi, en fait, le point commun avec Silent Hill, il se situe pas seulement dans ce que je vous ai cité, l'ADN, la cohérence de tout le rapport entre les créatures et le monde, et nos personnages et l'histoire, les différentes couches, en fait, les différentes vérités, réalités qui existent dans le monde de The Evil Within, comme celles-ci existent dans le monde de Silent Hill. Finalement, en fait, pour moi, le gros point fort de The Evil Within, qui est aussi le gros point fort de Silent Hill, c'est la perte de repères du coup. On a la sensation d'évoluer dans un monde qui nous dépasse et d'être à la merci du monde qui nous entoure. Finalement, on est un hocher avec lequel des géants s'amusent. Et ça, déjà, pour moi, la référence à Silent Hill, la vraie référence à Silent Hill est là. Elle n'est pas simplement dans le fait que on est trimballé d'un endroit à un autre. Il y a autre chose. Il y a une signification derrière. Et pour ceux qui doutent, je pourrais juste te dire un truc, c'est que cette signification, on la retrouve aussi dans les créatures, on la retrouve aussi dans le bestiaire. Pourquoi? Parce que les créatures sont plus que des menaces. Ce sont des espèces d'âmes errantes, en fait, qui symbolisent quelque chose, qui ont tous un rôle et une fonction dans le monde de The Evil Within. Ils sont là, mais ils sont pas là pour rien. On n'a pas créé ces créatures simplement parce qu'il fallait créer des monstres. Et ça, c'est vraiment, une fois de plus, un énorme point fort. Une autre petite référence à une licence d'horreur que j'affectionne, Dead Space. Alors là, c'est un petit peu plus, probablement un petit peu plus discret, mais Dead Space, en fait, ça peut paraître très con, ça l'est même probablement d'ailleurs, mais moi ce qui m'a fait penser à Dead Space, c'est déjà il y a quelques créatures qui m'ont fait penser un petit peu à Dead Space, au nécromorphe de Dead Space, et donc par extension à The Thing de John Carpenter, qui est un excellent film, et si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le regarder parce que il a peut-être vieilli un petit peu, mais honnêtement, il vaut largement le détour. Il est bien meilleur que la majorité des films d'horreur qu'on peut regarder aujourd'hui. Ça, je vous le dis et je le pense sincèrement. De toute façon, comme je vous l'ai dit, tout ce que je dis dans mes vidéos, je le pense. Il n'y a rien de... C'est pour ça que je tenais à faire la petite parenthèse concernant Hideo Kojima, Rockstar, Shinji Mikami, etc. au début de la vidéo. Mais il y a une séquence, en fait, il y a plusieurs séquences, mais globalement, il y en a une qui m'a fait penser à Dead Space. C'est une séquence où on est dans un couloir, dans Dead Space, hein, et on a des créatures qui arrivent vers nous, avec les protubérances explosives. Et les créatures arrivent, pètent des fenêtres pour venir vers nous, et en parallèle, il y a les lumières en fait qui viennent vers nous. On dirait une onde de choc de lumière en fait qui s'abat sur notre personnage. Et dans The Evil Within, il y a une séquence qui m'a vraiment fait penser à ça.
où on est dans un couloir en fait, et on a pareil, une sorte d'onde de choc lumineuse face à nous. Voilà. Et ça m'a fait penser à Dead Space. Il y a d'autres séquences. Hein, je vous le dis, il y en a d'autres. Une où on est suspendu par les pieds par une créature, on s'y attend pas, qui m'a fait penser un petit peu à la tentacule dans Dead Space 1, et même à une séquence de Dead Space 2. Mais globalement, on peut pas dire que Dead Space soit la référence principale. Alors, je préfère préciser tout de suite. La dernière référence pour moi, enfin il m'en reste deux, mais la dernière grosse référence pour moi, c'est BioShock. Alors ça, je sais que quand j'en parle avec des potes qui ont fait The Evil Within ou qui ont vu des vidéos de The Evil Within, il n'y en a aucun qui pour l'instant a compris ce que je voulais dire. Pour beaucoup, le gardien, en fait, donc le personnage avec la tête de coffre-fort dans The Evil Within, fait penser à Pyramide Rouge dans Silent Hill. Pas pour moi. Pour moi, le gardien, finalement, fait écho au Big Daddy de BioShock. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Parce que, finalement, le Big Daddy, le protecteur, le grand-papa de BioShock, c'est quoi son rôle? C'est de protéger. C'est de protéger quoi? Ou qui? Les petites sœurs. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Par extension, le Big Daddy, c'est donc le gardien des petites sœurs. Et là, pour The Evil Within, en fait, ce qu'il y a, c'est que le gardien, pour moi, ce qui m'a fait penser, j'ai fait le rapprochement qu'après, en fait, le côté gardien du Big Daddy, mais ce qui m'a réellement fait penser, la première fois que j'ai vu le gardien au Big Daddy, c'est le sentiment que j'ai eu en le voyant. J'ai vu un truc gros, lourd, je me suis dit, ouais, il est lent, je peux l'éclater comme je veux, et dès qu'on lui colle une balle, il nous saute dessus, et il nous éclate la tronche. Il est ultra rapide. On a l'impression que c'est un gros lourd, qu'on peut le battre en 2-2. Et en fait, non, même pas. C'est lui qui nous défonce. On se dit, il est lent, on peut le battre comme n'importe quel ennemi finalement. Et non, il est beaucoup plus rapide et beaucoup plus virulent qu'il en a l'air. Finalement, il est beaucoup plus vicieux et beaucoup plus téméraire, même suicidaire, hein, je pense, que ce qu'on perçoit au premier coup d'œil. Donc ça, pour moi, c'est la première référence, pour le premier point commun entre BioShock et The Evil Within, le gardien Big Daddy. Et pour moi, l'autre gros point commun, c'est que si l'univers, le fait de perdre un petit peu ses repères me fait penser à Silent Hill, et la complexité du scénario et de l'univers qui a un univers avec ses propres codes, sa propre logique, me fait penser à Silent Hill. Ce qui fait que je pense à BioShock. C'est tout simple en fait. C'est que le monde de The Evil Within, comme le monde créé par Ken Levine, le monde de Rapture, et même le monde de Columbia d'ailleurs, il transpire, que ce soit l'un ou l'autre, il transpire la folie à travers la science. On sent vraiment un univers complètement fou, où des scientifiques ont tenté des choses qui les dépassent et ils ont perdu le contrôle. Et c'est vraiment... je pense que c'est là aussi que se situe l'ADN en fait de The Evil Within, la différence entre le fantastique, le scientifique, le vrai, le faux, entre tout ça quoi. Finalement, The Evil Within,
C'est un mélange entre Silent Hill et BioShock pour ce qui est de l'univers, avec un design peut-être plus proche de celui de Resident Evil et quelques petites références à Dead Space par-ci par-là. La dernière grosse référence est The Last of Us, de Naughty Dog justement. Alors, c'est pas tellement une référence d'un style où on sent que ça les a inspirés. C'est plus une référence en termes de gameplay, en fait. On sent qu'ils ont fait le jeu de Naughty Dog, qu'ils en ont vu des choses, et qu'ils ont vu des choses concernant le hit de Naughty Dog, et qu'ils se sont dit, ben voilà, ça a l'air vachement bien, on va essayer de faire quelque chose du même style. Et bon, c'est pas une mauvaise chose, hein. Moi ça me dérange pas plus que ça. Pardon. Ah merde, il n'y a plus le cadavre. Ah là là, je voulais vous montrer le cochon géant. En fait, si on brûle tous les cadavres, il y a un cochon géant qui apparaît. Et malheureusement, j'ai oublié de brûler le cadavre là-haut, et du coup il a disparu, et plus de cochon géant. Et ben voilà, pas de cochon géant. Normalement, il y a un cochon énorme là. Oh là là, je suis déçu. Je suis déçu. Si je brûle un cochon, est-ce que ça peut le faire? Tiens, toi je te brûle. Voilà. Si toi je te brûle, est-ce que y a ton grand frère qui va arriver? On va voir. Pour finir cette vidéo, vous voyez, je vous ai dit que je voulais faire des tests en plusieurs parties pour les faire plus courts, mais j'ai tellement de trucs à dire sur The Evil Within, j'ai tellement de choses à mettre en avant sur ce jeu, que même en le faisant en plusieurs parties, le test restera très long. Vous le voyez là, hein, ça fait 1 heure et j'ai pas fini. Je vais essayer de faire vite. Donc maintenant je vais vous parler rapidement de l'aspect technique. Alors je trouve que techniquement le jeu est assez inégal. Il y a vraiment de très bonnes choses dedans. Et disons qu'il y a des choses un petit peu plus moyennes. Alors dans les très bonnes choses, l'effet mouillé sur les vêtements. Alors là c'est pas visible, mais dans la séquence d'introduction il pleut. Et en fait, on voit donc les petites gouttes qui tombent sur l'imperméable de notre personnage. On voit les petites gouttes qui tombent sur Kidman, sur Joseph, qui mouillent leur chemise. Et on voit à travers leur chemise. Tout ça, je trouve ça super bien fait. Honnêtement, je vous le dis, quand j'ai fait cette séquence, je regardais les voitures, je disais, elles sont pas très belles. Mais quand je voyais les effets de pluie sur les personnages, pas seulement sur Sébastien, mais aussi sur les 2 autres, et même sur la caméra, là par contre, j'étais un petit peu surpris. En bien. Après, il y a les visages. Alors j'essaie de vous montrer un peu le visage de Sébastien. Donc, le visage de Sébastien, je le trouve vraiment bien. Il est texturé, c'est-à-dire qu'on voit ses petites rides, on voit des petites saletés, on voit la moustache, on voit la barbe, on voit les petits poils, on voit les rides, bref. Le visage est vraiment très bien fait. Il y a d'autres visages qui sont très bien faits, celui du docteur, celui de Ruvik, celui de Conley est pas raté aussi, il est pas mal. Donc là-dessus, un bon point. Ensuite, il y a quelques effets de texture. Par exemple là, ça se voit peut-être pas très bien parce qu'on est en noir et blanc, mais les effets de tissu, de cuir, même les effets sur la peau, la peau en elle-même est vraiment très bien fait. On a vraiment un sentiment de texture un petit peu comme dans The Order, même si les 2 jeux sont très différents et je ne tiens pas à les comparer. On sent que là-dessus ils ont fait un travail quoi. Le tissu a l'air d'être du tissu, le cuir a l'air d'être du cuir, le métal a l'air d'être du métal. Ça c'est vraiment un gros point positif parce que c'est un gros point positif. C'est bien, je veux dire, de voir des jeux suffisamment travaillés là-dessus. C'est une bonne chose. Dernier point positif concernant donc les petits effets réussis, les visages de créatures à moitié explosées.
quand vous êtes face à une créature, que vous lui tirez dans la tête, qui a la moitié de la tête qui se barre, et que vous voyez le cerveau et les chairs qui pendouillent, je peux vous assurer que vous êtes sur le cul. C'est vraiment bien fait. Ils n'ont pas juste fait les têtes qui explosent. Ils ont fait un petit effet d'explosion qui est vraiment saisissant. Donc ça, c'est vraiment globalement tout ce qu'il y a de positif sur l'aspect purement technique. L'aspect négatif, enfin les aspects négatifs, c'est quasiment tout le reste. Malheureusement, c'est quasiment tout le reste. Il y a beaucoup de textures dégueulasses. Beaucoup. Là, ça se voit pas vraiment, mais déjà, là, vous le voyez, le petit mur, il est vraiment dégueulasse. Je veux dire, il est à moitié flou, à moitié pixelisé. C'est vraiment pas très très beau. Donc voilà. Quand je vous dis que à peu près tout le reste est dégueu, c'est malheureusement sur un plan purement technique, on sent que le jeu est assez moyen. Ça reste correct, c'est pas non plus honteux, mais c'est globalement moyen. Il n'y a aucune physique, quasiment. Alors c'est dommage, le peu qui est fait est bien fait. Quand on casse les caisses, les trucs tombent, parfois on va voir les bottes de foin qui bougent, les trucs comme ça qui bougent. Ça c'est assez bien fait, donc je trouve ça dommage qu'ils en aient pas mis un petit peu plus. On peut faire tomber des lampadaires et mettre le feu aux ennemis qui sont en dessous. Donc ça fera toujours plaisir à ceux qui cherchent de la physique à tout prix dans leur jeu. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Malheureusement, les visages, à part celui de Sébastien et 2-3 autres, le problème en fait c'est qu'ils sont pas texturés. Je vais essayer de m'approcher d'elle parce que je pense qu'elle en est un très bon exemple. Ah mince, elle va pas se tourner vers moi du coup. Je vais essayer de la viser. Te méprends pas. Ah oui, faut que je prenne un truc qui fasse moins de lumière. Regardez en fait son visage. Vous voyez, il n'est pas texturé. On n'a pas l'impression qu'elle a de la peau. On a l'impression qu'elle est... comment dire? On a l'impression que c'est une poupée de cire, finalement. Et je pense qu'il y a une raison à ça. Les développeurs ont cherché à faire en sorte que le personnage paraisse un petit peu moins vieux. Et du coup, ils n'ont pas voulu lui mettre de peau, de rides, de poils, de trucs comme ça. Parce que ça vieillit un petit peu. Mais pour moi, c'est un défaut. Parce que The Last of Us, par exemple, Ellie, elle est texturée. On voit des petites rides, on voit des petits poils, on voit des petits boutons, on voit tout ça. Et pourtant, ça n'empêche pas que quand on la voit, on se dit c'est une adolescente. Texturer un visage n'empêche pas d'avoir l'impression que la personne est jeune. Donc là-dessus, je trouve que les développeurs auraient peut-être pu soigner davantage le jeu. Ça, c'est un avis purement personnel. Parce que le problème, c'est que... donc là, je vous prends le visage donc, de l'infirmière. D'ailleurs, qui elle aussi est une petite référence à Silent Hill. Mais il n'y a pas que elle, malheureusement. Il y a aussi Joseph. Il y a aussi... il y a aussi Kidman, il y a aussi la majorité des personnages qu'on va rencontrer. En fin de compte, à part Sébastien et 2-3 autres personnages, tous les autres ne sont pas texturés pour leur donner un effet un peu plus jeune. Et pour moi, c'est un vrai problème. Ah, finalement, je vais peut-être pouvoir vous le montrer, le cochon. J'espère. Attention, on va aller voir. Cochon, pas cochon. Oh non, il est pas là. Et ouais, j'ai oublié de cramer l'autre en haut tout à l'heure et du coup, voilà. Ah, je suis déçu. Honnêtement, je suis déçu. Je voulais absolument vous le montrer, ça. Un cochon géant. Un cochon de 2 mètres, hein. Il est plus grand que Sébastien, hein. C'est un truc de ouf. Ah là là, je suis déçu. Honnêtement, j'aurais pas galéré pour faire la vidéo. J'aurais recommencé rien que pour vous montrer le cochon. Je vous assure, je l'aurais fait. Et pour moi, le dernier gros problème, en fait, techniquement, et je vous parle pas des bugs, je vous en parlerai après, c'est le sang gelé de groseille. Alors, vous avez peut-être pas fait attention, mais quand je frappe un ennemi,
j'ai son sang sur moi et il y a son sang sur les murs. Alors, c'est censé être très très glauque, gore, on est censé se dire « Ah, c'est dégueulasse, il a du sang sur lui », mais en fait non, pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est mal fait. C'est mal fait en fait. Ça fait un peu, comme je vous l'ai dit, ça fait gelée de groseille, un petit peu comme dans Fear 2. On dirait que le sang c'est de la confiture et qu'ils en ont balancé 10 litres sur le personnage. Et du coup, ça atténue un petit peu le côté gore du titre pour partir dans le grand guignolesque un petit peu. Et ça, je trouve c'est un petit peu dommage. Surtout quand on voit le travail qui a été effectué sur le scénario et l'ambiance et les décors, la direction artistique, pardon. Je trouve ça un petit peu dommage. Globalement, je trouve quand même que le jeu se laisse regarder. Hein. Je veux dire, là, je dis beaucoup de... Ah si, le cochon est là! Oh là là! Oh là là! Finalement, pas besoin de tout recommencer, c'est génial. Il y a un cochon, il est géant, il est énorme. Oh là là, mon Dieu, mais... Mais avec ça, on nourrit toute une tablée de vikings avec ça. Regardez-moi ce cochon. Tout simplement magnifique. Vous voyez, c'est lui le boss de The Evil Within. C'est lui, il est là. Avec ses petites oreilles là. Enfin, elles ont rien de petites ces oreilles, mais bon. Tiens, je vais te frapper. Tiens, je vais te frapper. Tiens, je t'ai frappé. Tiens. J'aime pas le jambon de pays. Ah, t'as de la chance que j'ai pas le point américain parce que là... Yaha. Quelle utilité de brûler tous les corps pour avoir un cadavre, gagner 1000 de gel vert. C'est la seule utilité. Honnêtement, c'est la seule. Après, c'est vraiment très drôle aussi. On se retrouve face à un cochon géant. Honnêtement, moi, ça m'a fait rire. La première fois, j'en pouvais plus. Ah ouais, j'ai cru que j'allais me chier dessus, hein, tellement je me marrais quand j'ai vu le cochon géant. Surtout, j'étais pas au courant. En plus, j'ai trouvé ça tout seul. Je m'ennuyais. J'avais 30 de... C'était en New Game Plus. J'ai trouvé ça comme ça et vraiment, c'était vraiment drôle. C'était vraiment drôle. Mais bon, faut peut-être que je finisse le test là parce que j'ai dépassé les 1 heure. Donc voilà. Globalement, techniquement, ça se laisse regarder. Hein. Faut pas non plus partir voilà, dans le grand n'importe quoi. Disons que ça reste agréable, mais si on cherche le détail, si on va dans le détail, on risque d'être fortement surpris, négativement parlant, par la farandole de textures dégueulasses et de petits problèmes techniques. En revanche, même si techniquement le jeu n'est pas exceptionnel, il est juste correct. Le level design est vraiment bon. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste. Pourquoi? Parce que vous avez vu, en fait, dans la première vidéo, dans le début donc, de cette vidéo, après avoir laissé le docteur partir, je suis parti sur la droite. D'accord? J'ai croisé 2 ennemis. Si je descendais, je ne croisais pas les autres ennemis qui étaient sur la gauche. Après, vous avez vu, je suis revenu sur mes pas et je me suis attaqué aux ennemis qui sont sur la gauche, en fait. Ces ennemis, je ne les aurais jamais rencontrés si je n'étais pas revenu sur mes pas, si je n'avais pas finalement été les chercher. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut préciser. C'est que le level design, déjà, il est bon. Mais en plus de ça, il cherche à pousser le joueur à trouver une meilleure approche pour attaquer les ennemis ou les éviter. Attaquer les pièges ou les éviter. Finalement, en fait, le level design, là où il est le plus utile et le plus réussi, c'est qu'il favorise un petit peu la recherche d'une autre possibilité, comment dire, de faire face à une situation. Et surtout, quand je vous dis qu'on peut éviter les ennemis, on peut clairement éviter des combats. Regardez, là je suis pas tout à l'heure, donc je suis parti sur la droite. J'ai tué 2 ennemis. Si je descends
et que je vais dans la grange, etc. Je rencontre jamais les ennemis, là, les 3 ennemis que j'ai vus dans la maison sur la gauche. Et si je vais sur la gauche, je rencontre jamais les 2 ennemis que je vais sur la droite. J'ai fait l'expérience. J'ai tué tout le monde. Si on re-rentre pas dans la maison, on les croise jamais. Et ça, pour moi, c'est important parce que pouvoir éviter des combats, c'est une bonne chose, mais pouvoir éviter de rencontrer d'autres ennemis simplement en cherchant et en essayant d'autres choses, c'est plus qu'un point positif. C'est un énorme point positif. Parce que ça prouve ils n'ont pas juste mis 50 ennemis dans une map en disant tu les vains et tu les vaincres, ouais tu les bats, bon bref tu les bats et tu avances. Ou tu les évites et tu avances. Il y a moyen carrément d'éviter des petites zones dans la map où il y a des ennemis. Et ça, honnêtement, non seulement j'étais surpris, mais en plus de ça, j'étais vraiment content. Parce que je trouve que c'est vraiment un gros point positif. C'est trop rare dans les jeux. Aujourd'hui, on te met un nombre d'ennemis et t'avances, tu vas dans une autre zone où il y a peut-être moins d'ennemis ou plus d'ennemis et c'est tout. Il n'y a pas vraiment de recherche là-dessus. Et ah, ben, tu vas pas grimper, bonhomme. Et finalement, que là, un jeu me permette de voir ça et de pouvoir en profiter, c'est un énorme... ouais, c'est non seulement c'est un gros plus, mais en plus de ça, c'est trop rare dans le jeu vidéo, donc il faut en profiter quand on a l'occasion de jouer à un jeu qui a les couilles de le faire, en fait, qui a le courage de le faire, et qui surtout pense à le faire, parce que finalement, c'est pas quelque chose de très dur, c'est juste quelque chose, il faut y penser. Et si on n'y pense pas, ben, ça se fera pas tout seul. Donc le level design est très bon, et la direction artistique est très bonne. On retrouve vraiment la patte des Resident Evil, mais avec un petit côté Silent Hill. Visuellement, il n'y a pas vraiment de référence à BioShock. Hein. Attention, BioShock et Dead Space, c'est uniquement des séquences en fait qui m'ont fait penser à ces 2 jeux. Pas, alors que Resident Evil, c'est vraiment visuellement. Et Silent Hill, c'est vraiment scénaristiquement et au niveau de l'ambiance de l'atmosphère. Oula, j'en connais un qui a failli se faire péter le museau là. Donc ça, c'est pour ce qui est du level design. La direction artistique, non seulement elle est très bonne, mais en plus de ça, on se rend compte que la patte Resident Evil est en fait la patte Shinji Mikami, ce qui est non seulement un point positif, mais quelque chose que je ne savais pas forcément, puisque comme je vous ai dit, à part donc Resident Evil, je n'ai pas vraiment adhéré aux autres jeux de Shinji Mikami. Donc, je n'ai pas cherché à savoir ce qui faisait la patte de ce développeur, de ce créateur. Pour terminer, je vais parler un petit peu des bugs. Parce que je vous ai parlé donc de l'aspect technique, de l'affichage, ce genre de trucs. Le jeu, malgré les 4 mises à jour, comporte toujours son lot de bugs. Et malheureusement, ce ne sont pas des petits bugs en fait mineurs. Il y en a qui sont des bugs mineurs, mais globalement, c'est des bugs qui peuvent s'avérer assez gênants pour les joueurs. Alors, la liste des bugs est réduite, mais elle est quand même présente. Donc il y a l'aliasing, le lag, donc les chutes de framerate, et carrément des bugs d'affichage. C'est-à-dire que parfois, on va arriver, vous le verrez peut-être ça dans la deuxième vidéo, si j'ai la malchance de pouvoir vous le montrer. Regardez, vous voyez, la goutte de sang qui est tombée sur la veste, qui est en train de disparaître là, elle était super bien faite. On avait l'impression qu'il avait du sang séché sur lui. C'était vraiment super bien fait, j'étais sur le cul. Voilà, regardez. Vachement bien fait ça, honnêtement. C'est très bien fait. Donc les bugs d'affichage par exemple, parfois vous avez des ennemis avec des caissons. Vous verrez peut-être ça dans la deuxième vidéo. Et vous avez des ennemis ils sont là, on les voit, mais les caissons sont invisibles.
Ou parfois vous voyez Kidman par exemple dans une cage et vous voyez la cage qui apparaît en fonction du plan de caméra. Par exemple sur un truc on voit que du vert, sur l'autre on voit du vert avec du barbelé. L'aliasing, il n'y en a pas énormément, vous en avez vu de toute façon là quand j'ai commencé ce niveau. Et le lag, c'est un petit peu plus gênant. Surtout comme vous le voyez, le jeu est en format cinémascope, c'est-à-dire il y a la petite barre en haut et en bas. Alors moi je trouve pas ça gênant, ce qui me gêne un peu plus c'est la caméra en elle-même. Tu t'es pris une goutte dans l'œil mon vieux. Mais le lag, honnêtement, il devrait même pas être là parce que quand on met des barres pour rendre le jeu un petit peu plus beau et un petit peu plus fluide, je ne vois pas... honnêtement, j'ai du mal à comprendre qu'avec cette espèce de cache-misère en fait qu'est le format cinémascope, même s'il ne me dérange pas, je le précise encore, j'ai du mal à comprendre qu'ils aient réussi à faire un jeu qui lag quoi. Et surtout que d'après ce que j'avais lu à l'époque, le jeu laguait et était pas très beau. Et après la présence du format cinémascope, le jeu a lagué moins et a été un peu plus fin. Donc je pense que le format cinémascope est là pour cacher un petit peu la misère et le manque de moyens de l'équipe. Même si ça marche qu'à moitié du coup. 1h16. 1h16 les gars. Le test de The Evil Within sera super long. Il y a 2 autres vidéos, le programme a l'air aussi chargé. J'espère vraiment que je vais réussir à caser tout ce que j'ai à dire en si peu de temps, mais là, j'ai tellement de trucs à dire sur le jeu, faut tellement que je vous en parle, je l'ai tellement aimé. Je suis désolé pour la longueur, honnêtement je suis réellement désolé. Mais je pense que quelqu'un qui s'intéresse vraiment à The Evil Within, qui a aimé le jeu, qui cherche à regarder justement une vidéo de quelqu'un qui l'a aimé autant que lui, qui a cherché à le comprendre, ne trouvera pas peut-être le temps long, parce que malheureusement, si certains d'entre vous se sont peut-être ennuyés, je ne l'espère pas, c'est une vidéo et un test que j'ai fait sur un jeu qui non seulement m'a plu, mais en plus, je fais ce test et je parle de ce jeu avec vraiment beaucoup de passion. Donc j'espère vraiment que ça va se ressentir parce que j'adore le jeu et je le trouve vraiment génial. Il est sorti le 14 octobre, j'ai eu la chance de l'avoir le 10 octobre au matin grâce à mon vendeur qui a été très cool pour m'appeler et me dire si tu veux le jeu tu peux venir le chercher aujourd'hui. Je l'ai fini pour la première fois le jour de sa sortie, donc le 14 octobre, jusqu'au 13 novembre, je ne l'ai pas sorti de ma console, je n'ai fait que y jouer. Et j'y joue régulièrement, je crois que j'y joue toutes les semaines. Pourtant j'ai Assassin's Creed Unity, j'ai GTA 5, j'ai Dying Light, j'ai plein de jeux qu'il faut que je fasse, que je termine. Mais j'aime tellement The Evil Within et j'ai tout le temps envie de me replonger dans l'univers. Tout le temps. Et c'est quelque chose que je n'avais pas vécu depuis Resident Evil 4. Resident Evil 4 c'est pareil, je le faisais le lundi, le mardi, je le finissais le mercredi, je le recommençais, jeudi, vendredi je le finissais, je le recommençais, samedi, dimanche je le finissais. En fait j'y jouais toute la semaine quoi, j'y jouais 3 heures par jour, mais tous les jours j'y jouais un petit peu et du coup je passais quasiment mon temps libre à jouer à Resident Evil 4 tellement j'adorais le jeu, tellement j'avais envie de me replonger dans l'univers. Je le recommençais encore et encore et encore et encore. Et là, The Evil Within, c'est exactement pareil, ça faisait longtemps que j'avais pas vécu ça, et c'est pour moi... c'est presque un miracle quoi, il n'y a que Resident Evil 4 et The Evil Within qui m'ont fait ça. Aucun autre jeu, pourtant il y en a plein que j'adore. Donc bon, je vais arrêter de papoter. Je vous remercie d'avoir regardé cette première vidéo sur le test de The Evil Within. Je suis désolé pour la longueur, mais comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de choses à dire parce que c'est un jeu très riche. Il y a beaucoup de choses à dire dessus, même si on pourrait croire que non. J'espère que le temps sera passé quand même suffisamment vite et que je vous aurai pas trop saoulé. Mais je parle avec passion parce que c'est un jeu que j'adore et je me répète, mais il faut vraiment que vous le compreniez. C'est vraiment un jeu sous-estimé pour moi. Je vous retrouve bientôt pour la seconde vidéo. Je vous dis à la prochaine. Je vous remercie d'avoir regardé et encore une fois, désolé pour la longueur. Every man has his prize.
Know that for you, that prize may be your soul.